Salut à toi. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de la série Les petites histoires de la mafia. Et cette fois-ci, je vais parler de Bernardo Provenzano. Dans le premier épisode, je t'avais parlé de Totorina, l'un des chefs de la mafia. Et aujourd'hui, je te parle d'un autre chef de la mafia de Cosa Nostra, Bernardo Provenzano. Donc, Bernardo Provenzano, il est né le 31 janvier 1933 à Corleone, en Sicile. Il est né à Corleone, comme Totorina. C'est un mafieux sicilien qui a dirigé la Cosa Nostra pendant plusieurs années. Donc il est né et il a grandi à Corleone. Il est le troisième de 7 frères nés dans une famille de paysans. Et vu qu'il est issu d'une famille de paysans, ses parents n'ont pas beaucoup de sous et il va quitter l'école très très vite. On dit qu'il a quitté l'école environ à 10 ans et il n'a même pas terminé sa primaire. C'est pour vous dire que c'était très très tôt. Et comme beaucoup de Siciliens pauvres, il aide ses parents et il va travailler dans les champs. Et puis, à la fin de son adolescence, il va rejoindre la mafia. Et puis, tout doucement, il va commencer par voler du bétail, par exemple, mais aussi la nourriture. Et tout ça pour le compte de Michele Navarra. Michele Navarra, c'était le chef de la famille mafieuse de Corleone, donc c'était une figure très respectée. En étant sous son aile, il était totalement protégé. Et tout doucement, ses activités vont se diversifier. Et par exemple, à partir de 21 ans, il va participer à son premier règlement de compte. Mais bon, ça se passe assez mal puisqu'il va se blesser à la tête. Puis par la suite, il va devenir assez proche de Luciano Leggio, qui est lui aussi un jeune mafieux et très ambitieux. Lui veut tout de suite augmenter les échelons dans la mafia. Navarra et Leggio vont donc rentrer en guerre l'un contre l'autre au milieu des années 50. Michele Navarra qui veut rester le chef de la mafia à Corleone. Et puis de l'autre côté, Luciano Leggio qui veut asseoir sa légitimité au sein de la mafia, donc il veut gravir les échelons. En août 1958, Provenzano, il va être l'un des 14 hommes de Luciano Leggio qui se sont mis en embuscade et qui vont assassiner Michele Navarra. Mais ça, je reviendrai sur ça un petit peu plus tard. Donc, il va gagner le surnom de plus en plus de tracteur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on dit qu'il labourait partout où il passait. Et donc, il était comme Attila. Après lui, l'herbe ne repoussait plus. Et ça, c'est l'un de ses complices qui a dit cela. Tout doucement, il va commencer à rentrer dans la clandestinité. En mai 1963, il va essayer d'assassiner le mafioso Francesco Paolo Streva, qui est un homme de main de Navarra. Mais sa tentative va échouer. Mais bon, à cette époque, il ne craint pas la police. Et d'ailleurs, Luciano Leggio dit à Provenzano, il tire comme un dieu, mais malheureusement, il a une cervelle d'oiseau. C'est vrai que il ne réfléchissait pas trop avant de commettre ses actes. Il essayait de tuer, mais sans trop réfléchir aux moyens pour s'enfuir. Et le 10 septembre 1963, il y a un mandat d'arrêt qui va être émis contre lui pour la tentative d'assassinat contre Streva, et aussi pour association mafieuse. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que l'association mafieuse, c'est que sur les dires de certains, puisque on n'est pas sûr que la mafia existe. Vu que personne ne parle, avec la loi de l'Omerta, on n'en est pas sûr. Et dès lors, en fait, Bernardo Provenzano, comme tous les autres Corleonesi, il va passer la majeure partie de sa vie dans la clandestinité, comme j'ai dit au début. Mais Luciano Leggio, il va aller en prison pour l'assassinat de Michele Navarra en 1974. Et donc Totorina, il va prendre ses successions. Et donc Bernardo Provenzano, il va devenir le commandant
en second des Corleonesi. Entre autres, il va devenir le bras droit de Totorina. Par la suite, alors, le 10 décembre 1969, Provenzano, il va participer à un massacre. Et ce massacre va faire de lui qu'il va avoir une certaine légitimité au sein de la mafia. Il va se gagner une réputation de tueur. Il va participer au massacre de Viale Lazio, où il va essayer d'assassiner Michele Cavataio et ses 3 gardes du corps. En effet, il va les assassiner puisqu'ils ont participé à la première guerre de la mafia. Mais par contre, l'attaque, elle va mal tourner. En fait, Cavataio, il va riposter et il va tuer Calogero Bagarella. Et Calogero Bagarella, c'est le beau-frère de Totorina. Mais bon, selon la légende, en fait, Provenzano, il a sauvé la situation avec sa mitraillette Beretta 38A et il a tué Michele Cavataio. Et de là, il va se faire cette réputation de tueur. Mais on ne sait pas trop si c'est une légende, puisque d'après un de ses anciens complices, qui est devenu après un témoin du gouvernement, donc qui a collaboré avec la justice, Gaetano Grado, qui a lui aussi d'ailleurs participé au massacre, donc il l'a vu, il a dit qu'en fait Bernardo Provenzano, il a failli rater l'attaque parce qu'il a tiré trop tôt. Donc c'était plus une légende. Pendant le règne de Totorina, lorsqu'il était parrain, les autorités, en fait, ils vont penser que Bernardo Provenzano, lui, faisait plus fonctionner en coulisses l'aspect financier. C'est-à-dire que lui, il gérait plus l'argent, il prenait les commissions sur, par exemple, les travaux publics, le trafic d'armes, mais surtout le trafic d'héroïne. Et c'est d'ailleurs ce trafic d'héroïne-là qui va être privilégié par la suite, puisque ce sera beaucoup plus lucratif. En janvier 1993, Salvatore Riina va être arrêté. Il va être condamné à la prison à vie. Je te renvoie à mon premier épisode de la série, où j'en parle, de Salvatore Riina. Il va être condamné à la prison à vie pour avoir ordonné des dizaines de meurtres, voire des centaines même, dont les 2 célèbres attentats à la bombe de 1992, le massacre de Capaci, où il a tué Giovanni Falcone et ses gardes du corps, et aussi l'attentat de la Via d'Amelio, où il a tué Paolo Borsellino avec ses gardes du corps aussi. Pour rappel, Falcone et Borsellino, eux, étaient chargés du maxi procès du milieu des années 1980. Et lui d'ailleurs, Provenzano, qui a aussi participé à ces attaques-là, il a été condamné par contumace. Mais lui ne s'est pas attraper. Il ne s'est pas fait attraper. Et donc, Bernardo Provenzano, il va devenir le chef de la famille des Corleonesi. Il va devenir le capo di tutti capi de toute la Cosa Nostra. Même s'il avait entretenu des relations conflictuelles avec Riina, ex-patron de la Cupola. Je parlerai de la Cupola dans une prochaine vidéo. C'est en fait le parlement de la mafia sicilienne. D'ailleurs, Bernardo Provenzano, lui, il se sent puissant, invulnérable. Voilà. Donc c'est vraiment différent des autres chefs mafieux. Il va commencer à se faire oublier. Sa femme et ses 2 enfants, ils vont revenir à Corleone, alors qu'il l'avait suivi dans la clandestinité. Mais par contre, les autorités, en fait, ils vont le croire mort. Malheureusement, pour lui, en fait, en 1993, il va envoyer une lettre dans laquelle il désigne ses avocats pour un futur procès le concernant. Donc, en toute logique, la traque, elle va reprendre. Et il faudra encore 15 années de plus pour l'interpeller. Imaginez-vous, 15 ans où le chef de la mafia va se cacher. D'ailleurs, le chef de la mafia, très peu de mafieux connaissent son visage, puisqu'il ne se montre jamais en public. Il vit dans la clandestinité, donc il est caché.
Personne ne sait qui c'est en fait. On a juste une photo de lui qui date de la Saint-Valentin 1959, où il est coiffé avec la gomina. Mais juste cela. Pour communiquer avec les autres mafieux, il communique avec des codes écrits sur des bouts de papier pour pas qu'on reconnaisse ce qui est écrit. Et il va les faire transmettre par des hommes sûrs. Donc pour lui, il n'y a aucun souci. Et il ne risque rien. Et donc Bernardo Provenzano, lui en fait, il va changer de tactique par rapport à Totorina. Alors que Totorina menait un bras de fer avec l'État, lui, il comprend que ce bras de fer, il est néfaste en fait pour la Cosa Nostra. Donc, il ordonne de mettre fin aux attentats et aussi aux meurtres, parce qu'il ne faut pas oublier que lors de la première guerre de la mafia, il y a eu plus de 1000 morts. Donc, ça fait vraiment beaucoup de décès et il y a un sentiment de terreur qui s'est installé en Sicile. Donc lui, il veut enlever ce sentiment de terreur, mais tout en contrôlant la Sicile et la mafia. En même temps que cela, en fait, dans des centaines de procédures pénales, il va être inculpé pour divers crimes. Par exemple, il a été cité dans de nombreux procès anti-mafia depuis les années 1980 par les repentis. Les repentis, ce sont ceux qui ont brisé la loi du silence, l'omerta, et qui veulent collaborer avec la justice. Mais, alors qu'il était fugitif depuis 1963, il va se faire arrêter. En fait, il y a un portrait robot qui va être établi en 2005, et grâce au témoignage des médecins d'une clinique à Marseille, où en fait il a été soigné fin 2002 pour une tumeur à la prostate, alors qu'il était fugitif, les médecins en fait ils l'ont reconnu. Et donc à ce moment-là, il se faisait passer pour un boulanger pour pouvoir se faire soigner. Par ailleurs, ses soins étaient remboursés par la sécurité sociale italienne. Mais de là, les autorités, ils ne connaissent du coup que 3 éléments sur lui. Son poids, sa taille et une cicatrice qu'il a au cou. Donc il va y avoir des recherches qui vont être menées. Et après des remontées de filières criminelles entre la Belgique et l'Italie, entre les années 2003 et 2006, et par ailleurs l'installation de micros dans tous les alentours de Corleone, même dans les oliviers. Après 43 ans de cavale, Bernardo Provenzano, il va être arrêté le 11 avril 2006 dans une ferme à Montagna dei Cavalli, à 3 km de Corleone en Sicile, par Renato Cortese, chef de la police palermitaine, qui avait été affecté à la traque des chefs mafieux en fait. Donc lui, il aura mis 8 ans à le traquer. 8 ans alors qu'il se trouvait à 3 km de Corleone. C'est quand même impressionnant que un chef de la mafia se trouvait si proche de sa ville natale. Comme quoi, il ne faut pas, même lorsque vous êtes chef de la mafia sicilienne, pas besoin d'aller se cacher très très loin. Généralement, c'est souvent ça. Ils sont tout le temps cachés proches de leur ville de naissance pour pouvoir voir leur famille en tout temps. Après cela, il va y avoir un procès qui va être fait. Et donc, le 28 mai 2007, le procès des 2 derniers chefs de la mafia, Bernardo Provenzano et Totorina, commence devant la cour d'assises de Palerme. Donc, ils vont être jugés pour des faits qui remontent à 1969, dans l'affaire où il est lié à la fusillade survenue le 10 décembre 1969 et connue comme le massacre de Viale Lazio, l'affaire dont je vous ai parlé, où il s'est fait sa réputation de bon tueur. Je vous rappelle, il avait éliminé plusieurs chefs rivaux. Et donc, 6 hommes de Cosa Nostra avaient quand même trouvé la mort
à Palerme lors de ce massacre. Donc il va être condamné à l'âge de 74 ans à 12 réclusions criminelles à perpétuité. Donc clairement, aucune chance pour lui qu'il sorte. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il avait été condamné par contumace juste avant. Donc, dans tous les cas, il aurait été en prison pour toute sa vie. Et lors de son incarcération, il va mourir à l'hôpital pénitentiaire de Milan, de la maladie de Parkinson. Alors, en 2012, il avait tenté de se suicider en voulant s'étouffer avec un sac plastique, mais cela avait échoué. Et il est mort d'un cancer de la vessie, tout simplement. Et puis, comme je l'ai dit, la maladie de Parkinson n'a pas arrangé l'affaire. D'ailleurs, des images de caméras de surveillance avaient été diffusées à la télévision et on le voit, il est en pleine confusion mentale. Donc voilà. Le 13 juillet 2016, il est mort à l'hôpital pénitentiaire. Alors, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est est-ce que vous pensez que la mafia a perduré après Bernardo Provenzano, qui est, je dirais, le dernier grand chef connu à ce jour. Même si après, il y a eu Matteo Messina Denaro, ou très récemment un autre chef de la mafia, sur lequel je ferai une vidéo qui s'est fait arrêter il n'y a pas très longtemps, alors qu'il se trouvait dans la Cupola. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette petite histoire. Je referai par ailleurs d'autres séries sur d'autres thèmes, tout en abordant des sujets sur la Sicile. Voilà, j'espère ne pas trop vous avoir ennuyé. Je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche des notifications pour recevoir mes vidéos par la suite. Je serai un peu plus actif les mercredis prochains. Et on se retrouve mercredi prochain. Salut.